Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pas toute la vie. Aujourd'hui, nous recevons Mathieu qui travaille chez Stade Perform, les propriétaires d'Opta. Si tu ne connais pas Opta, dis-toi que dans le monde du sport, c'est l'entreprise qui fournit des données statistiques à la majorité des sites de paris en ligne, de médias, d'équipes ou de fédérations sportives. Ils comptent dans leurs clients des acteurs comme la Première Ligue, le Stade français, le Paris Saint-Germain ou encore l'Olympique de Marseille. Dans cet épisode, on va parler de football principalement, du parcours de Mathieu. Tu vas voir, c'est le véritable témoin du si tu te donnes les moyens, tu peux atteindre tes objectifs. On parle aussi du business d'Opta, de leur méthode pour réussir à avoir toutes ces statistiques et, vu qu'on ne peut pas y échapper ces derniers mois, du coronavirus. C'était un épisode très plaisant à enregistrer. Mathieu a été super bienveillant. Je le remercie encore une fois d'avoir accepté. Et si tu me connais, tu sais que mêler football et business, c'est vraiment mon truc. J'espère que l'épisode te plaira. Moi, je te dis à la semaine prochaine. Comme d'habitude, prends soin de toi. Bisous. Salut Mathieu, Salut Didier. ça va? Écoute, ça va pas mal et toi? Ouais, ça va super. Ça me fait très plaisir de te recevoir aujourd'hui parce que tu travailles pour une entreprise qui s'appelle Opta et qui est très présente dans le milieu du sport et dans le milieu du foot. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Ouais, avec plaisir. Donc moi je m'appelle Mathieu Lille-Palette, j'ai 34 ans. Et comme tu l'as dit, je travaille alors pas pour Opta et je vais pouvoir t'en dire un petit peu plus sur pourquoi je peux plus dire que je travaille pour Opta. Mais j'ai effectivement moi commencé à travailler pour une boîte qui s'appelait Opta il y a 10 ans. Qui depuis a été racheté une première fois par un groupe qui s'appelle le groupe Perform, dans lequel Opta est devenu une division que j'ai dirigée jusqu'au second rachat qui était en juillet dernier. Et maintenant, la boîte s'appelle Stats Perform. La manière dont les marques et les divisions ont évolué a un petit peu changé. Donc, Opta, c'est plus une marque maintenant qu'un vrai département dans une boîte. Mais en tout cas, ce qu'on fait en termes de métier, le fait de collecter la data, d'en faire des produits et de la vendre ensuite au monde du sport, ça va pas changer. Donc, c'est simplement la terminologie, je dirais, des entités qui est un petit peu. Ok, d'accord. Et du coup, c'est quoi maintenant la différence? Enfin, Stat et Perform avant Ouais. faisaient la même chose qu'Opta ou... Alors, Perform, dans une certaine mesure, c'est-à-dire que Perform, ils avaient commencé leur histoire sur le marché des droits. C'est-à-dire qu'ils achetaient des droits pour le digital. Tu sais que le monde du sport est avant tout financé par l'achat de droits, d'habitude pour la. Hmm, Euh, télévision? Absolument. Ouais. Et Perform avait vu une opportunité à l'époque de sa, de sa, de sa construction, d'ailleurs ça s'appelait Inform à l'époque, dans des droits secondaires, si tu veux, qui ne trouvaient pas nécessairement preneurs ou qui n'étaient pas assez puissants pour que les gros broadcasters, les gros diffuseurs aillent dessus. Donc ils ont commencé par faire ça, et puis ensuite ils ont commencé, c'est quelque chose qui a rencontré beaucoup de succès, et puis ils ont commencé à agréger beaucoup de boîtes, à agréger beaucoup de savoir-faire, toujours centré autour du contenu en sport. Et ils ont peu à peu effectivement acheté des boîtes qui faisaient de la data, plutôt sur le betting. Hmm. La force de Perform à l'époque, c'était le marché du betting. Donc, avec l'achat, encore une fois, des droits betting. Les droits betting, c'est le fait, si tu veux, quand tu es membre du site de Unibet ou de qui tu veux, de pouvoir, quand tu mets un pari sur un match, d'avoir la capacité de le regarder si tu as un compte et que tu payes pour ça. Alors, c'est une définition qui est moindre par rapport aux droits télé, etc. Mais il y a un marché sur ça aussi. Donc Perform D'accord. faisait beaucoup ça. Et dans sa diversification, dans sa construction, il leur manquait une brique de data performance, donc de la data qui allait plus loin que ce qu'ils étaient capables de faire, soit sur le betting, soit sur un niveau très basique de fourniture de données via une autre boîte qu'ils avaient racheté avant nous. Et donc, ils décident d'acheter Perform il y a 5 ans, pardon, ils décident d'acheter Opta il y a 5 ans pour compléter un petit peu le package de contenu qu'ils avaient et devenir le leader incontesté sur le contenu sportif. Stats, en revanche, c'est effectivement un business jumeau de celui d'Opta. C'était sur la vertical data le concurrent principal de, donc de Perform D'Opta? et a fortiori d'Opta, oui. Euh, Savoir que la manière dont on se répartissait le marché entre Stats et Opta, c'était Stats, c'est très fort aux États-Unis sur les sports américains et Opta très fort sur le football et les sports plus européens, type rugby et cricket. Donc il y avait un marché qui était scindé en deux sur la data performance, avec deux, trois nuances dont on pourra parler dans la partie plus sur l'industrie, si tu veux. En gros, il y avait ce statu quo de marché avec ces deux mastodontes qui étaient Opta et Stats, chacun d'un côté de l'Atlantique. Et
qui gravitaient autour. Ce qui s'est passé dans les années un petit peu plus récentes, c'est que bien sûr la tech a évolué, la tech a progressé, donc il y a eu de plus en plus de nouveaux entrants sur le marché de la data, de plus en plus de petites boîtes qui sont mises de la data de manière indépendante. Et l'analyse de Vista, qui est le fonds d'investissement derrière Stats, ça a été de dire, euh, nous, on a envie de consolider les business pour créer un vrai géant et un petit peu anticiper ce morcellement et cette diversification du marché qui est créée par l'avancée technologique. Et c'est arrivé à un moment où Perform avait pas nécessairement besoin, mais avait envie de vendre son business de contenu, parce que Perform s'était replacé depuis 2 ans sur un marché complètement différent, qui est le marché de la diffusion, en créant une plateforme OTT qui s'appelle DAZN. Et si tu veux, Ah, ouais, je connais. Ouais, je voilà, connais. l'évolution du business pour Perform, c'était de dire bah, tous les droits qu'on achetait avant et qu'on vendait, ou alors qu'on syndiquait via notre plateforme Omnisport, aujourd'hui, on va les adresser directement au marché via l'OTT. Et ils avaient marketé DAZN de manière un peu simple en disant c'est le Netflix du sport. Et, Ouais, c'est le. Ouais. Mm. et donc Perform a décidé de faire un gros cash out, si tu veux, et de vendre sa partie contenu pour faire une grosse entrée d'argent et continuer à investir sur les droits. Et c'est comme ça qu'ils ont vendu la partie contenu de Perform à Vista Equity Partners, qui a ensuite, en juillet dernier, consolidé le business en faisant merger Stats et Perform. Aujourd'hui, vous êtes les leaders du secteur. Opta, dans sa verticale, l'était déjà. Opta a toujours été leader sur la verticale performance, data de performance dans le foot. Donc, si tu veux, et de la même manière que Stas était toujours leader sur la verticale, enfin, sur les sports type NBA, NFL, etc., les sports américains. Donc, si on regarde en termes de chiffres, si tu veux, et de puissance, Perform était un plus gros groupe que Stats. Mais Mhm. si tu veux, j'ai envie de te dire que chacun avait ses forces et chacun était massivement leader dans son marché. Il y avait des petits concurrents sur le foot en Europe sur lequel Stat est arrivé. Ensuite, nous, on les a un peu concurrencés en lançant à l'époque un truc qui s'appelait Opta US. Donc il y a eu des moments où on est venu un peu se chercher les noises, mais le marché était relativement bien équilibré, avec un leader en termes économiques et en termes de marché qui était Perform, via Opta et via aussi ses marques betting, enfin sa marque de data betting qui était Running Ball. Donc tout le monde avait un peu sa niche où il était, où Absolument, il pouvait se absolument. sentir bien à l'aise dans son marché, quoi. Ok. C'est ça, avec des points de friction occasionnels. Et toi, qu'est-ce que tu voulais faire plus jeune? Ah, écoute, moi, j'ai relativement rapidement identifié le fait que je voulais bosser dans le sport. Que c'était un constat qui était simple, hein. Je me sentais. J'ai toujours eu pas mal d'ambition, si tu veux, mais j'avais suffisamment de recul pour me dire que pour être bon, il fallait que je travaille dans un truc qui me passionne un minimum. J'avais quand même besoin d'être engagé émotionnellement avec le sujet. Donc, quand j'étais très jeune, un peu comme tout le monde, hein, je voulais être sportif professionnel, pourquoi pas footballeur ou boxeur, qui était un peu mes deux sports de prédilection. Mais, mais on n'a pas tous les capacités de l'être. Donc, j'ai évolué à des niveaux corrects étant jeune, mais je me suis vite rendu compte qu'il fallait avoir une réflexion un petit peu différente. Après le lycée, je suis entré en STAPS parce que je savais qu'effectivement j'avais envie d'évoluer dans le sport. Je l'ai fait à Nanterre, à la fac de Nanterre, parce qu'ils avaient une filière management et que c'est ça qui m'intéressait. J'ai eu ma licence. Et puis c'est là que mon projet a commencé à se définir. J'ai su que je voulais bosser dans le foot. Le projet, il a un peu varié entre journaliste, entre agent de joueur, entre manager d'organisation sportive, mais plus du côté terrain. Et puis il s'est affiné, si tu veux, un peu plus euh, vers les industries porteuses, donc les industries du tertiaire dans le sport. Quand je suis parti à Londres juste après ma licence. Et là, je me suis dit, C'était un stage ou non, 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 c'était une année de césure. En fait, à la fin de ma licence, quand j'ai fait une licence en STAPS, à Paris, ouais. ouais, à Paris, je me suis dit, j'ai un gros problème quand même, c'est que je parle pas un mot d'anglais. J'ai pas d'urgence, donc pourquoi pas partir un an pour apprendre l'anglais. Et je suis pas parti très loin, je suis parti à Londres. Et si tu veux, là-bas, donc j'avais un boulot alimentaire, hein, je travaillais dans un bar. Mais cette année, elle m'a aussi permis de faire beaucoup de recherches perso sur les métiers qui étaient un peu des métiers d'avenir dans le sport. Elle m'a permis de prendre beaucoup de billes sur la manière dont la première ligue
de manière générale, mais pas seulement. Je me suis aussi beaucoup intéressé aux promoteurs de boxe en Angleterre. Enfin, tu vois, l'industrie du sport à l'époque où je suis parti là-bas en Angleterre elle est toujours d'ailleurs, hein, mais était plutôt en avance sur le reste de l'Europe en structuration économique. Donc j'ai commencé à regarder un petit peu tous ces business. Et là, je me suis dit, bah, il y a effectivement quelques métiers qui risquent de se pérenniser, qui sont potentiellement liés à la tech. Et c'est comme ça que j'ai, euh, j'ai identifié Opta. Après cette année de césure en France, Ouais, pour, t'as fait une école. ouais, absolument, j'ai fait une école qui s'appelle Amos, qui était une jeune école qui depuis a bien grandi, qui était une jeune école de commerce spécialisée dans le management du sport. Et si tu veux, ma réflexion, même si j'étais en France pour faire cette école-là, elle était tout de suite de repartir en Angleterre, parce qu'encore une fois, je te disais, le marché, selon moi, était plus dynamique, il y avait plus d'opportunités, le fait d'être français en Angleterre, c'était une différenciation quand même, et j'avais de manière générale apprécié mon expérience à Londres, et j'avais envie de m'y établir pendant quelques temps. J'ai j'ai fait donc ouais, je te dis 6 mois à Paris où j'avais trouvé un stage dans une agence de com. Encore une fois, c'était plutôt pour patienter jusqu'à une opportunité qui me plairait un petit peu plus. Et je continuais à essayer de placer mes billes pour voir si en Angleterre je pouvais trouver des stages ou des choses comme ça. Et en fait, l'histoire, c'est que il y a un prof avec lequel je m'entendais particulièrement bien, enfin un intervenant avec qui je m'entendais particulièrement bien dans cette école qui était intervenant en marketing. Voilà, après un cours, on discute un petit peu comme ça des projets, etc. Et je lui parle de mes expériences en Angleterre, je lui parle de mon ambition, je lui parle des boîtes que j'ai un peu identifiées. Et sans parler d'Opta, lui me dit, bah écoute, moi j'ai mon meilleur pote qui développe le business pour la France en étant basé à Londres d'une boîte qui fait de la data dans le sport. Et donc je comprends que c'est Opta. Tu connaissais déjà le nom, c'était déjà connu à l'époque. C'était pas connu. Il y avait qu'un seul client en France, par exemple, tu vois, il y avait l'équipe. Donc, si tu prêtais attention à l'époque, c'était il y a 10 ans maintenant, tu voyais effectivement dans l'équipe qu'il y avait à côté de chaque stat, il y avait un petit logo bleu qui était le logo d'Opta. Mais ça avait pas, si tu veux, ça avait pas l'attraction ou ça avait pas le nom que ça a aujourd'hui dans certains pays. Alors, c'est pas nécessairement le cas en France où c'est plus confidentiel, mais typiquement en Angleterre, Opta, c'est une vraie marque du foot, par exemple. C'est très vite identifié. En France, de plus en plus. Il n'y avait pas cette aura-là, mais moi, via mes recherches, j'avais identifié Opta comme étant potentiellement une pote qui m'intéresserait. Non pas parce que j'étais particulièrement intéressé par la data. Tu vois, par exemple, on fait souvent le raccourci entre data et maths. Moi, j'ai toujours été extrêmement mauvais en maths, et c'est pas ça qui m'intéresse. C'est juste que c'était un métier qui était un vrai métier du tertiaire, c'est de la tech. Et surtout, le vrai truc qui m'avait intéressé à Opta et qui m'avait piqué quand j'étais à Londres pendant mon année de césure, c'est que il parlait à tous les acteurs. Et il y a peu de métiers dans lesquels tu as la chance de faire ça. C'est-à-dire que Opta, ça parlait aussi bien aux acteurs des paris, aussi bien aux médias qu'aux clubs sur la performance, qu'aux marques. Il y a aussi un gros marché directement avec les annonceurs, aux joueurs parfois, aux agents. Donc si tu veux, c'était vraiment une boîte qui adressait le marché à 360. Et ça, je trouvais ça hyper intéressant. Tu étais sûr de toucher tous les secteurs du sport, quoi. C'est ça, c'est ça. Comme j'avais pas de projet hyper défini, si tu veux, sur exactement le métier, c'était plus chercher un secteur un peu plus pérenne, si tu veux, que les autres. Le fait de pouvoir toucher à tout et d'avoir un tour d'horizon comme ça des métiers du sport via mon métier, c'est un truc qui m'ambiançait beaucoup. Et donc, il se trouve que j'ai cette discussion avec ce fameux prof de marketing qui me dit, bah, écoute, voilà, moi j'ai un très bon pote, mon meilleur pote, il s'occupe de cette boîte-là, et effectivement, il me donne le nom de et je lui dis, bah, écoute, je connais. Et il me dit, bah, écoute, à l'occasion, quand il est de passage à Paris, je te le présente. Et si tu veux, sans faire de fausses promesses. Mais toujours est-il que quand il est de passage à Paris, il l'invite à l'école pour, euh, pour être dans le jury, si tu veux, d'un de nos examens, l'examen en marketing, qui était une présentation orale. Il compose un jury et ce mec-là est là. C'est un mec qui s'appelle David Collet, qui était, si tu veux, le seul à développer le business d'Opta en France, tout en étant basé à Londres. Et puis on discute un Mhm. peu, on accroche bien, et encore une fois, tu vois, il n'y a pas vraiment de promesse. Moi, je lui dis, écoute, j'ai pour projet de retourner m'installer à Londres quoi qu'il arrive et trouver un stage là-bas pour ma deuxième année de master. Mais juste, je peux te couper. Toi, tu faisais une présentation pendant qu'il était jury ou c'est juste qu'il était jury à Ouais. une présentation Non, ce prof de marketing était assez créatif sur la manière dont il nous évaluait.
Et il avait monté ce truc-là cette année-là, qui était les deux classes de master, parce qu'il y avait deux classes de master à l'époque à Amos, s'affrontaient sur un projet qu'il avait donné. Donc en gros, ce qu'il faisait beaucoup, c'est il nous donnait un produit, et ce produit-là, il fallait créer une campagne dans l'univers du sport pour le vendre. Et en général, c'était dans ta classe que tu faisais ça, mais pour ce sujet-là, il avait fait un truc interclasse. Et parce que, pour marquer le coup, il avait créé un jury en faisant venir des intervenants extérieurs. Et donc David était dans ce jury-là. Et toi, c'est quoi ton sentiment quand tu vois que la personne dont tu as parlé, ton prof, est là, même s'il Ouais. n'y a pas eu de promesse, comme tu l'as dit plusieurs fois, enfin, je sais pas, t'as pas envie de super performer, Si, forcément. d'impressionner, de... Si, forcément, t'as un sentiment qui est enfin, hyper humain, c'est-à-dire que tu te dis, tu vois directement l'opportunité, tu te dis, faut que je sois meilleur, faut que je sois bon, faut que, tu vois, faut que je me surpasse, il faut qu'il me remarque, quoi. Ce qui est pas forcément Hmm. la meilleure disposition quand tu es étudiant, parce que du coup, tu en fais peut-être un peu trop, ou tu veux prendre trop de place et tu laisses pas parler les autres. Enfin, ça s'était bien passé, hein, mais si, forcément, même s'il n'y a pas eu de promesse dans ma tête, comme tu peux T'étais déterminé, quoi. ouais, ça fait un plus un tout de suite, quoi. Et donc voilà. Et mais je te dis, donc ça se passe bien. À la fin, on discute. Le mec est hyper sympa. Il me fait un retour sur la prestation. On parle un peu du sujet. Et puis on rentre vite dans le sujet Opta. Et puis on se laisse sur le fait que je lui dis, moi, écoute, dans quelques mois, je retourne m'installer à Londres. Parce que c'est là où j'ai envie de m'établir pour l'instant. Je chercherai un stage parce que je suis obligé d'avoir un stage. Euh, Écoute, tu vois, est-ce que je peux venir visiter le loco d'Opta? Donc je balance un truc un petit peu comme ça pour garder le contact. Et David, qui est un mec hyper ouvert, me dit ouais, ouais, avec plaisir. Quand tu arrives à Londres, tu m'appelles. Et donc c'est ce qui se passe. J'arrive effectivement, je repars m'installer à Londres. T'as pris les choses en main, quand même, hein. Ouais, alors ouais, ça si tu veux, sur le fait d'être acteur et d'essayer de se bouger au maximum. Enfin, tu vois, pour moi, ça a toujours été un prérequis. Tu vois, au-delà d'avoir cette nature et d'être assez entreprenant, euh, il y a un truc que j'avais aussi vite identifié quand je me suis lancé enfin, quand j'ai vraiment matérialisé pardon, cette ambition de bosser dans le sport, c'est que c'est hyper concurrentiel, que tout le monde veut y être, et que les meilleurs veulent y être aussi. Donc j'allais avoir un gros déficit de réseau déjà, j'allais avoir un gros déficit aussi académique, parce que je ne sortais pas d'une école qui attirait potentiellement le recruteur. Donc il fallait au moins remplacer tout ça par L'am- ouais, l'envie. L'ambition. Absolument. C'est les trucs qui t'apprennent pas à l'école, quoi. Donc l'ambition, la débrouillardise, mettre plus envie des autres, travailler sans le, on en pourra peut-être un petit peu après, mais surtout si tu veux travailler plus que les autres en volume également. Donc compenser, tu sais, compenser les choses que t'as pas par les choses que t'as, quoi. Et donc je rentre, effectivement, donc je retourne m'installer à Londres. Assez rapidement, je le contacte. Et là, il me dit, bah écoute, ouais, pas de problème, tu viens, tu passes après le travail, je te montre ce qu'on fait un petit peu, je te parle, on discute, quoi. Et puis ça se passe hyper bien, donc je vais effectivement à Londres, à Waterloo à l'époque où étaient les bureaux d'Opta. C'est des bureaux assez sympas pour l'anecdote, où tu montes, t'es au 10e étage d'une tour, tu as une vue sur toute la partie sud de Londres, donc assez cool si tu veux, quand tu redébarques de France, que tu es étudiant et que tu arrives dans cette. Bon, c'est plus une start-up à l'époque Opta, mais c'est une petite boîte, tu dois avoir 100 personnes dans ces bureaux. Tu vois, quand tu arrives, tu as vue sur Londres, enfin, tu vois, le cadre général te fait plutôt envie. Et on se pose, Ouais, ça donne envie. absolument, et on se pose avec David, et puis on discute. Et de fil en aiguille, j'essaie quand même un peu de jouer ma carte, tu vois, de placer mon truc. Bah écoute, voilà, moi j'en suis là, je cherche un stage, je suis vachement intéressé par ce que tu fais. Et là, il me dit, écoute, moi voilà, j'ai un stagiaire qui est encore là pendant 2, 3 mois. Euh, je vais chercher un stagiaire après de toute façon. Il me dit maintenant, donc Amos c'est un alternance, et ça l'est toujours d'ailleurs. Et il me dit maintenant l'alternance c'est pas forcément appliqué, c'est pas forcément hyper intéressant pour moi parce qu'on a beaucoup de travail, etc. Je dis, attends, au contraire, ça peut être intéressant parce que regarde, moi, je vais être une semaine par mois en France pour de toute façon aller à l'école. Cette semaine-là, je peux m'en servir pour faire des rendez-vous. Donc ça peut, comme tu développes la France, ça peut finalement être intéressant. Le truc fait un peu son chemin dans sa tête, et
un mois et demi après, il m'appelle, il me dit, écoute, voilà, je recrute un nouveau stagiaire. Je te fais aucune promesse, je te mets au même niveau que les autres, tu passes tes entretiens, tu fais tes trucs, et puis à la fin, si tu arrives à me vendre ton truc, pourquoi pas. Et je te passe les détails. Il t'a pas donné de passe droit quand même, hein. Il t'a Non, laissé non, mais au stade zéro, enfin normal de n'importe. ah, Enfin, comme tout le monde, quoi. Mm. c'est un mec qui est hyper fair, si tu veux, mais qui est aussi hyper malin dans la manière dont il travaille. Donc il avait de toute façon besoin de voir ses options. Il m'a ouvert la porte, mais après, tu vois, il a été hyper fair. Il m'a dit, c'est à toi de faire le boulot. Il y a eu plusieurs entretiens et il se trouve que j'ai réussi à le convaincre et tu vois, il m'a tendu la main sur l'alternance qui était pas simple à mettre en place pour lui déjà, parce qu'une alternance avec une école française pour une boîte anglaise, si tu veux, c'est pas quelque chose qu'ils avaient prévu de faire, qui n'était pas simple non plus pour l'école aussi, parce qu'Amos c'était une jeune école, et à l'époque, les conventions de stage prévoyaient pas nécessairement de couvrir les stages à l'étranger. Des choses de ce type. Ouais. Ouais, et c'est là qu'Amos a été bon aussi, c'est-à-dire que moi je leur avais dit que je cherchais une alternance à l'étranger, et en gros je m'étais renseigné, et je savais que en théorie, via les conventions de stage, on pouvait pas le faire, et ils m'ont dit, écoute, nous ça peut être intéressant pour nous d'avoir un étudiant qui fait ça à l'étranger, si tu arrives à trouver ton stage, on fera en sorte que ça passe, et on fera en sorte de te faire une convention sur mesure, et ils ont tenu leur parole, ils l'ont fait, ils ont rendu d'autres trucs possibles aussi, si tu veux. Donc tout s'est un peu rencontré. Et c'est comme ça que l'histoire avec Opta commence. Donc je te dis, David Collet qui me tend la main, qui me fait confiance en me disant, bah, écoute, ton truc, tu me l'as vendu, maintenant allons-y, quoi. Et donc je commence mon aventure avec Opta en tant que stagiaire, chargé d'être l'assistant commercial du directeur commercial qui développe la partie francophone du business. Et du coup, tu faisais Londres, France régulièrement, quoi. Je faisais Londres, France tous les mois, une fois par mois pour aller en cours. Donc le format d'alternance pour le coup marchait bien, tu vois, c'est pas un truc que j'aurais pu faire si ça avait été les formats d'alternance sur 3 jours c'est 3 jours, 2 jours que tu peux beaucoup avoir aussi. Euh, C'était pas simple, d'autant que tu vois, l'Eurostar ça coûtait trop cher, donc ce que je faisais, c'est que je prenais le bus pour rentrer en France. Et puis surtout aussi, c'est que l'indemnité de stage à l'époque à Opta, je te dis à l'époque, mais chez Stats Perform aujourd'hui c'est toujours pareil, c'est le minimum légal. Donc si tu veux, le défraiement de stage, enfin c'est pas du défraiement pardon, mais l'indemnité de stage c'était 500 à 500 pounds. Et pour donner une idée, je sais pas si tu connais un peu les prix à Londres, mais tu vois, moi Ouais, c'est super cher, ouais. ouais, je louais une chambre qui était plus chère que ça. Donc je travaillais le week-end aussi. Pour la petite histoire, j'étais DJ au Planet Hollywood à Londres. Donc, donc en gros, ce que je faisais quand je rentrais en France, je travaillais du vendredi soir au dimanche soir. Ce que je faisais les semaines où je devais rentrer à Londres, j'arrêtais mon shift à 18h le dimanche. J'allais prendre mon bus, enfin mon car qui passait qui passait d'Angleterre en France, qui prenait la nuit. J'arrivais le matin, j'allais prendre une douche chez un de chez un de mes camarades. Je faisais ma semaine de cours à Paris et mes rendez-vous en lien avec Opta. Et le vendredi soir, je reprenais le car dans l'autre sens et j'arrivais le samedi matin tu vois, pour assurer mes shifts. Et j'ai fait ça pendant un an et jusqu'à ce qu'un an après, tu vois, Opta me propose un contrat parce que l'année de stage s'était hyper bien passée et surtout parce que pendant l'année de stage, on signe notre deuxième gros client pour Opta France à l'époque, et Canal+, et qui en gros crée un poste, si tu veux, crée un poste parce qu'au-delà d'avoir signé ce client-là, il fallait quelqu'un pour gérer ce compte-là parce qu'il y avait beaucoup de contenu. Et c'est ce poste-là, au-delà, si tu veux, du fait que c'était très bien passé avec David et que mon intégration dans la boîte de manière générale s'était bien passée, c'est ça qui fait que mon poste se crée un an plus tard et que je suis embauché en contrat. Mais il y a aussi de la chance alors qui a joué. Ouais, mais il y a toujours de la chance. Tu sais, c'est ce que aujourd'hui, moi, je suis intervenant, notamment à Amos, et c'est ce que je dis beaucoup à mes étudiants, il y a toujours des paramètres que vous pouvez pas maîtriser, la chance en fait partie, c'est pour ça que vous avez aucune excuse sur tous ceux que vous pouvez maîtriser. Donc tu vois, tous les trucs dont on parlait tout à l'heure, à savoir l'envie, le travail, la motivation, tu vois, le fait d'être acteur de la chose, tu peux pas le laisser au hasard. Parce qu'il y a il y a suffisamment de paramètres, il y a suffisamment d'impondérables pour que tu en rajoutes.
Le fait que mon prof de marketing connaisse à la base David, le fait que quand je retourne à Londres, il cherche un stagiaire 2 mois après, enfin, il y a une part de chance, mais à chaque fois, si tu veux, la chance, elle crée des brèches, et après, c'est à toi de transformer la chose, quoi. Et du coup, de ce que tu me dis, j'ai l'impression que t'as vraiment aimé ton école. Ouais, ouais, j'ai vraiment aimé Amos parce que, en fait, ça correspondait à mes besoins. C'est facile d'être hyper critique envers les écoles de commerce parce que tu les payes. Si tu veux, tu as un niveau d'attente avec les écoles de commerce qui est assez élevé. Sauf que aujourd'hui, si tu veux, la réalité du marché de l'éducation, parce que c'est un marché, c'est que payer une école, c'est malheureusement, c'est un droit d'entrée. C'est pas ça qui fait qu'on va te donner un métier après, qu'on va te donner un stage. Donc le fait de payer une école, à part le droit d'avoir accès à des intervenants de qualité, il n'enlève pas le fait que tu dois bosser. Et pour moi, c'est encore valable aujourd'hui. C'est-à-dire que quand tu rentres dans une école, effectivement, tu es en droit d'attendre une éducation de qualité. Donc, ils se doivent de mettre devant toi des intervenants qui vont t'apprendre des trucs et qui vont faire de toi un bon professionnel. Mais derrière, si tu veux, moi, tout ce que je demandais à Amos, c'était si moi je suis acteur de mon projet, de me soutenir et de m'aider à, À, à mener mon à réussir, quoi. et force est de constater qu'ils l'ont fait, ils l'ont été. Tu vois, je leur ai dit voilà, moi je vais aller en Angleterre. Ils m'ont dit écoute, c'est pas prévu, mais si tu arrives à le faire, on te facilitera. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, et tu vois, la critique envers les écoles de commerce, pas que celles dans lesquelles j'interviens d'ailleurs, mais de manière générale, je sais que les étudiants, parfois à raison, ont la critique facile, mais encore une fois, il ne faut pas oublier que c'est pas l'école c'est pas l'école qui fait ta carrière, c'est pas l'école qui fait ton cursus. Il y a un certain nombre de choses pour lesquelles tu as payé, auxquelles tu dois avoir accès, mais derrière, tu restes acteur du truc. Et en général, il y a peu de surprises, c'est-à-dire que c'est toujours ceux qui sont qui sont effectivement le plus entreprenants, qui réfléchissent sur ce qu'ils ont envie de faire, qui vont, qui acceptent de faire plus que les autres, qui ont une réflexion qui va au-delà simplement du cadre de l'école, qui après ont les opportunités qui sont les plus intéressantes. T'as une idée de ce que font tes anciens camarades aujourd'hui? Ouais, ouais, il y a de très belles réussites, hein. Des gens qui font des trucs super, et il y a surtout des gens qui sont dans un projet qu'ils avaient déjà à l'époque en tête. De mes potes de promo, je peux t'en citer quelques-uns, tu vois. Il y a Mounir qui est devenu l'agent de Tanguy Ndombele. Tu vois, Oh, tu vois, lui, son rêve, enfin son rêve, son ambition, c'était d'être agent. Il a réussi, il est agent de nombreux joueurs, mais notamment d'un joueur aujourd'hui qui joue dans un grand club européen, qui est en équipe de France, etc. Et encore une fois, tu vois, c'est un des mecs qui était acteur du truc et qui allait chercher à l'école ce dont il avait besoin, mais qui s'est pas reposé sur ça. Tu vois, t'as aussi un mec qui s'appelle Jean-Luc Boibo qui a développé beaucoup de projets euh, dans le, euh, dans le, dans le basket en Afrique. Euh, euh, qui avait monté une association participait à la réflexion de terrain un petit peu partout en Afrique, qui a monté une académie aussi de développement du basket dans beaucoup de pays africains. Aujourd'hui, Jean-Luc, tu vois, il bosse pour la NBA sur le développement de la nouvelle ligue africaine. Et encore une fois, tu vois, ce mec, ça a toujours été un malade de basket. C'est quelqu'un qui était très attaché à l'Afrique. Et il a lié ces deux projets. Aujourd'hui, il fait un truc qui est pour lui, quoi, quand il en parle et de manière générale, super excitant. Et puis il y a aussi un ami, alors ça c'est un ami plus personnel qui était avec moi à Amos, mais avec qui j'ai aussi fait mes études à Nanterre, qui s'appelle Samuel Westberg, qui lui a monté plusieurs boîtes avec tu vois, beaucoup de succès dans le digital, qui fait de l'accompagnement pour les startups, qui a développé un business de réalité virtuelle. Et c'est un mec qui a énormément de succès tu vois, à peu près dans tout ce qui touche, quoi. Et encore une fois, c'est parce que euh, ce mec-là, il allait au-delà de ce qu'on lui donne à l'école, et il avait, tu vois, ce que les Anglais appellent le grind, c'est-à-dire qu'il avait cette envie d'aller plus loin à chaque fois qu'on lui donnait une opportunité. Je te cite ces trois-là parce que c'est les trois que j'ai en tête, alors Sam, c'est différent, je te dis, c'est un ami, mais les deux autres, c'était ceux desquels je suis resté le plus proche après le cursus scolaire. Mais ouais, si tu veux, aussi petite soit l'école Amos quand nous on l'a fait,
elle a réussi quand même à former des mecs qui aujourd'hui, dans le sport, ont des carrières qui n'ont rien à envier à personne, tu vois. Ouais, je vois ça. J'étais allé sur le site aussi de l'école et il y avait plein d'entreprises différentes où travaillent des anciens élèves et c'était assez impressionnant. J'ai l'impression qu'en plus, toi, t'es tombé sur une bonne promo où il y avait des gens qui avaient vraiment faim et Ouais, après, j'imagine que vous vous poussez les uns les autres. c'est ça, tu vois. Je crois beaucoup au fait de se tirer les uns les autres, quoi, vers le haut. C'est-à-dire que si à côté de toi, tu as un mec en place qui te challenge, qui est toujours peut-être un peu meilleur que toi sur un sujet, toi tu es meilleur que lui sur l'autre, forcément ça va te tirer vers le haut. Donc je pense qu'effectivement, cette promo-là, elle a bénéficié de ce côté où tu avais pas mal de mecs qui étaient, comme je te le disais, acteurs de leur carrière et qui avaient envie d'y aller, qui avait envie de, si tu veux, de pousser un peu les barrières. Et toute la promo en a bénéficié. Et encore une fois, hein, je t'ai cité que ces mecs-là, mais sur cette promo-là, j'ai que des bons exemples, hein. Il y en a que je suis bon parce que les mecs, on est moins proches et on n'a pas l'occasion de se voir autant qu'avec ceux que je t'ai cités. Mais tu as des mecs qui voulaient bosser tu vois, dans les équipements sportifs, par exemple, qui voulaient diriger des équipements sportifs au niveau local, départemental, régional. C'est des mecs qui font ça aujourd'hui. Je pense à Simon qui était en promo. Enfin, tu vois, il y a aussi Seb Sébastien qui était lui, qui a toujours été très, très intéressé par l'entrepreneuriat et par le côté, si tu veux, développement personnel, etc. Aujourd'hui, c'est dans ça qu'il bosse. Enfin, tu vois, là, tu vois, effectivement, j'ai aussi bénéficié, à titre perso, tu vois, de gens qui m'ont inspiré et qui m'ont tiré vers le haut quand j'étudiais, ça c'est clair. J'ai vu que tu as fait plein de métiers à Opta Ouais. jusqu'à maintenant. Plein de métiers dont je comprenais même pas le Ouais. nom. Donc au début, tu rentres, t'es responsable du compte Canal+, c'est ça? Ouais, en gros, c'est ça. Et après, tu changes au fur et à mesure, En qui est fait, account directeur, qui est account manager, etc., etc. Et du coup, ma question, c'est qu'est-ce que tu fais maintenant? Et si tu veux revenir sur ce que tu as fait au fur et à mesure, ce serait intéressant aussi. ouais, avec plaisir. Euh, alors en fait, effectivement, je rentre chez Opta. Je te dis en stage d'abord, je t'ai raconté un peu l'histoire tout à l'heure. Je rentre chez Opta, je suis d'abord assistant sales manager, enfin, ouais, assistant donc de David. On a à cette époque-là aussi un mec qui s'occupe du business, du bizdev qui est arrivé quelques mois avant moi sur la France, Romain Fabre, qui est toujours d'ailleurs chez nous et qui est directeur commercial sur la France aujourd'hui. Euh, donc on a cette petite équipe française qui commence vraiment à bien démarrer. Il y a le gros contrat d'équipe que David a sécurisé, je crois, un an avant mon arrivée, qui a généré le fait d'avoir de l'ambition sur la France et de vouloir développer le marché. Et en gros, quand David me recrute, il me dit, écoute, encore une fois, c'est un mec hyper ferme, je te fais aucune promesse. Mais il y a l'appel d'offres de Canal+ sur sa partie stat qui arrive dans X mois. Si on le gagne, par rapport aux montants qui seront engagés, ça va augmenter de manière assez significative nos revenus sur la France et il y aura besoin de quelqu'un pour le gérer. Et forcément, si on gagne Canal+, ça va faire un appel d'air, on va générer plus de business, etc. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc, on a l'appel d'offres de Canal, on en gagne une partie suffisante pour avoir besoin de quelqu'un qui s'occupe de ce compte-là de manière pas exclusive, mais quasi. Ouais, Mm. et donc ce mec-là, c'est moi. Il me propose de rester pour ça d'abord. Et puis derrière, t'as Romain, dont je te parlais tout à l'heure, qui lui, à la même période, c'est une machine, Romain, et il va, si tu veux, il va chercher un nombre de clients, alors plus petit qu'Anal et l'équipe, mais il va asseoir aussi, si tu veux, le Opta sur le marché français. On en a cherché plein de clients un peu moins ronflants, mais tout aussi importants en termes de développement de marché. Et donc le business d'Opta en France grossit comme ça. Et, euh, et 6 mois après que j'ai signé mon CDI chez Opta, je suis toujours à Londres, hein. euh, David prend la décision de dire, bah écoute, on va avoir Mathieu sur la partie Trade Key Account Management et Romain sur la partie BizDev. Et en gros, on se répartit le marché comme ça, l'équipe se scinde comme ça, et moi je deviens plus spécialiste de la partie grand compte et Romain plus sur le côté vraiment développement commercial. Et par rapport à la physionomie de marché en France à cette époque-là, ça marchait très bien. Et la raison, si tu veux, pour laquelle ensuite euh, mes postes évoluent de manière rapide et que j'ai occupé autant de postes, si tu veux, à travers les 10 ans que j'ai passé chez Opta,
slash perform, pardon, c'est que le business d'Opta explose complètement. Euh, donc le business explose, donc les besoins explosent. Donc on regarde en interne ce qui peut se passer. Donc au début, je travaille que sur la France avec des succès importants parce que le Canal, ça prend une toute autre dimension. Parce que l'équipe, ça prend aussi une toute autre dimension, parce que d'autres grands comptes type Sport 24, qui est la branche sport du Figaro, signent avec nous aussi et qu'encore l'activité se développe. On voit que ça se passe bien, donc en interne, on me dit, bah voilà, est-ce que Mathieu, t'as pas envie de travailler aussi sur des comptes un peu plus, tu vois, en dehors de la France? Donc c'est ce qui se passe, je commence à être impliqué sur des comptes aux Pays-Bas, ensuite un peu au Moyen-Orient, donc ça se diversifie. On se réorganise une première fois, donc ça fait un appel d'air parce qu'il y a des gens qui partent, donc là, on crée une vraie division qui account, qu'on propose de gérer, donc je m'en occupe. Ensuite, tu as le rachat par perform, donc le temps de perform, si tu veux, qu'on prenne comment, Donc, ça marche. ouais, comment ça marche, comment le business d'Opta est organisé, ça prend un peu de temps, mais ensuite, si tu veux, on me propose un poste en France sur la gestion des key accounts en France et en Europe, et en plus au Middle East, parce qu'entre-temps, Beansport s'est lancé, et Beansport devient très vite le plus gros client média d'Opta et de perform après parce qu'on va leur vendre les autres services. Donc voilà, si tu veux, mon parcours, il a trait au développement d'Opta qui progresse hyper vite, hyper rapidement, qui est racheté. Quand tu es racheté, Opta, c'est une petite structure, tout le top management s'en va parce que bah, ils ont des parts dans la boîte et donc ils font un cash out. L'argent, ils vont faire autre chose. Tu as aussi beaucoup de gens qui sont partis à cette époque-là parce que bah, le fait de rentrer chez Perform, qui était un groupe de 5000 personnes à l'époque, alors qu'Opta c'était une boîte de 500, ça leur va pas, ça leur correspond pas, c'est trop grand de partir. Et en gros, quand Perform se retourne et regarde qui reste du business de la data, si tu veux, du business originel d'Opta, il reste pas grand monde. Et sur le volet commercial, il regarde les good performers, il regarde les mecs qui sont bien débrouillés. Et là, mon nom arrive, si tu veux, sort un petit peu du lot là on me donne la responsabilité plus d'Opta de manière générale sous la houlette d'un mec qui s'appelle Andrew Cox qui est un des premiers mecs à avoir fondé un business de data en Europe, qu'il avait revendu à Opta avant que j'arrive, et qui lui prend la direction stratégique de toute la partie data, mais au-delà d'Opta. Et donc c'est comme ça que je me retrouve après avoir fait, donc tu as raison, hein, d'abord Key Account Manager, ensuite Key Account Director, ensuite vice-président sur la partie Key Account Data Partnership. C'est comme ça que je me retrouve senior vice-président d'Opta, qui à l'époque est une division dans Perform et de laquelle je dois assurer le leadership, notamment sur la partie commerciale, mais sur l'ensemble des sujets. Ça correspond à quoi, du coup, Senior Vice President C'est proche de la direction d'entreprise, j'ai envie de te dire sans les gros soucis, parce que c'est une division, donc c'est pas une entreprise, mais c'est définir la stratégie. C'est-à-dire on a un business qui s'appelle Opta, qui fait ça, qui représente tant en termes de PNL, donc qui génère tant d'argent. Comment on fait pour que ça continue à prospérer? Comment on fait pour rester leader de marché? Quels produits on développe? Comment on les vend? Comment on les market? C'est tout ça. C'est vrai, c'est un poste de direction. Alors, toujours avec un angle très commercial, parce que moi, mon ADN, c'est de commercial. Mais le métier, c'est ça. Si tu veux, c'est de la direction stratégique, c'est d'emmener ce business là où il doit aller. et toi, ça te plaisait de gérer plus la stratégie Ouais. Ouais, moi, la stratégie, ça me convient bien parce que, encore une fois, parce que des spécialistes de ce marché, si tu veux, des spécialistes de la data, il y en a Il y en a peu, non? si tu veux. C'est pas des gens qui sont capables, et c'est pas me jeter des fleurs en me disant que moi je suis plus capable que les autres en termes de capacité intrinsèque. C'est des gens qui sont capables de diriger un business de data aujourd'hui. Il n'y en a pas des milliers simplement parce qu'à la base, il n'y en a pas des milliers, et que ça reste un marché relativement de niche et que moi je fais ça depuis 10 ans et à l'échelle du marché de la data dans le sport, 10 ans c'est hyper long. Donc, Ouais, t'as l'expérience. ouais, c'est ça. Donc, et puis la partie stratégie, c'est de fait en général une évolution assez proche du volet commercial. Parce que dans une situation de marché, la stratégie, c'est comment on gagne plus de parts de marché et gagner plus de parts de marché ou comment quand on en conserve et gagner des parts de marché, c'est de la vente, si tu veux, si on schématise. Donc au-delà, si tu veux, d'un truc qui me plaît, c'est un truc qui, en termes de métier,
est un bon fit pour moi et me va bien. Ok, ok. Maintenant, tu fais, enfin, t'es toujours Alors, senior vice president. le titre n'a pas encore changé parce que si tu veux, l'intégration des deux business, stats et perform est encore un peu récente, mais le métier en soi a changé un petit peu. C'est-à-dire que nos nouveaux actionnaires, Vista, partagent pas nécessairement la vision qu'avait Perform d'avoir des divisions très fortes par type de business. En gros, ils disent, nous c'est très simple, on a un business de data, donc que ce soit Opta, Stats, ce que tu veux, tout ça c'est de la data. Donc chez Perform, la direction stratégique de laquelle j'étais pendant, c'était la direction qui dirigeait la boîte. Aujourd'hui, la direction qui va diriger la boîte, c'est la direction commerciale. Donc j'ai été rebasculé dans cette direction commerciale où je m'occupe de la région IMIA, donc Europe, Middle East et Africa, avec la responsabilité de l'ensemble du business, donc que ce soit ex-Opta ou ex-Stats ou les autres lignes de produits qu'on a, type Omnisport, qui est notre business de syndication de vidéos qui vient de la Galaxy Perform à l'origine. C'est de m'occuper donc de ce marché-là pour ce qu'on appelle les grands comptes sur toute la région. Donc ça va être tous les gros diffuseurs, toutes les grosses ligues, donc FIFA, UEFA, la Première Ligue, la LFP, la Liga, enfin toutes ces grosses ligues, avec aussi donc, tous les gros diffuseurs, donc les gros diffuseurs qui sont en France, en Angleterre, où tu veux. Donc c'est de m'occuper de ces relations-là de manière générale à travers Europe, Moyen-Orient et Afrique. Et en plus de ça, j'ai la responsabilité du business à 100% sur la France. Aujourd'hui, je suis basé à Paris et sur la partie Moyen-Orient et Afrique. Donc c'est un remit si tu veux. Beaucoup de boulot. Ouais, beaucoup de boulot, mais beaucoup d'équipes aussi, tu vois, on est bien staffé. Et puis surtout, on a un mec pour chapeauter tout ça, donc la personne qui dirige Europe, Middle East, Africa de manière générale, mon boss aujourd'hui, qui est un mec qui s'appelle Anthony Grévin, qui est certainement, tu vois, je suis pas nécessairement fan du mot mentor, mais qui est certainement euh, en termes d'influence, le mec qui m'a le plus apporté sur la manière dont je fais mon métier aujourd'hui, qui a été mon boss pendant une période à l'époque chez Perform aussi, qu'il était plus et qu'il est redevenu. Euh, on a un mec qui dirige ça de manière très pertinente et surtout la chance qu'on a dans cette fusion-là, c'est qu'on a trouvé en Anthony euh, quelqu'un qui arrive très bien à faire la liaison entre l'historique de Perform, qui est un vrai business européen, très ancré dans des manières de fonctionner européennes, et la partie américaine maintenant qui nous dirige, avec des méthodes de travail, des méthodes de management complètement différentes. Et il est très bon pour faire le lien entre ces deux manières de travailler et faire en sorte que cette intégration elle soit un succès au niveau de notre région. Après, dans les faits, pour être très honnête avec toi, l'influence stratégique que je peux avoir sur le sujet Opta, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec la marque Opta, qu'est-ce qu'on fait avec les produits Opta, donc dans toute cette nouvelle galaxie, l'importance que va avoir Opta, qui va rester prépondérante, parce qu'Opta, ça reste la marque football de Stats Perform. Euh, euh, Bien sûr, c'est un truc dont je me désengagerai un petit peu jamais, parce que, encore une fois, en toute modestie, euh, c'est moi le plus pertinent pour parler de ça. Euh, Si, parce que la valorisation de la marque Opta dans la construction de ce nouveau business-là, elle est fondamentale. Et au-delà d'être un service, c'est une marque avec tout ce que ça comporte en termes de place sur le marché, d'identification, de crédibilité, etc. Donc, il faut que tu aies les gardiens, si tu veux, dans cette nouvelle institution que ça te performe, du savoir-faire Opta et de, et de ce que ça représente pour le marché de la data dans le sport. Hmm. Ouais, c'est vrai que j'ai vu que vous étiez pas que juste fournisseur de statistiques et de logiciels, etc., mais que vous êtes quasiment presque une marque aussi, avec une chaîne YouTube, un compte Twitter vraiment suivi dans plein de langues différentes, etc. Ouais, et ça c'est le gros succès en fait, au-delà du gros succès, c'est vraiment ce qui a permis la différenciation d'Opta. C'est que il y a deux grandes choses qui ont permis à Opta d'avoir le succès que ça a eu et le succès ça a encore toujours. Et ces deux décisions qui sont clés en termes de, de décision, de stratégie, pardon, je vais y arriver. La première, c'est à l'époque où les premiers business de data apparaissaient, tout le monde s'est dit le marché porteur pour la data, c'est d'aller voir les clubs et de leur dire on va vous vendre des logiciels pour que vous soyez meilleurs. Le problème, c'est que les clubs
par définition, ils se doivent d'être hyper protecteurs de leur data parce que c'est de l'intelligence et ils sont dans un secteur hyper concurrentiel. Il faut surtout pas que les autres sachent, si tu veux, et des éléments sur les comptes, absolument. Et donc, ce qu'on te demande de développer quand tu arrives avec de la data à cette époque-là, quand tu parles au club, c'est des logiciels qui fonctionnent en circuit fermé, qui répondent à un besoin du club et qui permet au club de protéger sa data. Donc ça veut dire que toi, en termes de développement, il faut que tu rentres dans le développement de beaucoup de logiciels avec des éléments de personnalisation pour chaque utilisateur qui sont très importants. Ça veut dire que tu as beaucoup de coûts qui est lié au développement de tes produits. La réflexion qu'a à l'époque Aydin Cooney, qui est pas le fondateur d'Opta, mais le mec qui a racheté Opta quelques années plus tôt et qui lui a vraiment donné l'identité qu'elle a aujourd'hui, il dit non, non, les mecs qui vendent de la data, qui vont voir les clubs, ils se trompent complètement. Ce qu'il faut aller voir, c'est les gens qui financent le sport. Les gens qui financent le sport, c'est les diffuseurs. Ils ont beaucoup d'argent à dépenser sur ça parce que c'est de l'enrichissement pour ce qu'ils proposent. Et puis en plus de ça, eux, ce qui va les intéresser, c'est pas des logiciels fermés, mais c'est au contraire des choses faciles à intégrer. Donc en gros, il va falloir leur vendre de la donnée brute et développer des flux XML. C'est beaucoup plus que tu peux revendre au même format à tout le marché des diffuseurs. C'est beaucoup plus simple que développer au cas par cas des logiciels pour les clubs. Donc ça, c'est la première bonne idée, si tu veux. Cette bonne idée, elle est vite suivie par la création d'un bureau éditorial. Donc, c'est de dire, en gros, comme on parle aux médias, comme la data, c'est un petit peu neuf comme sujet, on va quand même aider les clubs à l'utiliser, pardon, les médias à l'utiliser. On va pas simplement leur envoyer des flux, on va aussi leur mettre à disposition des journalistes qu'on aura recrutés, qui, eux, ont la capacité d'aller chercher dans la base via un logiciel de recherche et de dire, ce dont vous devez parler ce soir dans cette émission, ou le chiffre à retenir avant de regarder le match, c'est celui-là. Et ça a permis d'éduquer le marché à la data, d'éduquer le marché à ce que la data avait à dire, et ça a bénéficié grandement au développement d'Opta sur la partie média. Et ensuite, si tu veux, la deuxième grande décision qui est importante dans l'histoire d'Opta pour asseoir ce que tu disais tout à l'heure, la marque, c'est qu'on avait un directeur marketing, un mec qui s'appelle Simon Banoub, à l'époque, et un directeur de la partie éditoriale, donc le service dont je viens de te parler, qui est toujours chez Opta, enfin chez Stats Perform, qui s'appelle Rob Bateman, qui se disent, effectivement, nous on fait du B2B, on parle pas à l'audience, on parle pas aux fans, on parle à des gens qui vont parler aux fans. En revanche, ce serait intelligent d'adresser directement ces gens-là pour que on développe et on construise de la crédibilité auprès du fan de foot et que quand ils regardent un programme de foot, ils s'attendent que le fournisseur de data ce soit Opta parce que c'est celui qui apparaît comme étant le plus qualitatif. Et ça correspond à la montée en puissance de Twitter en Europe en termes de temps. Et les mecs se disent, bah, c'est simple, enfin c'est simple, non, c'est pas simple, parce que l'idée est simple, mais la réalisation est simple, mais l'idée est brillante. Ils se disent, bah, en plus, ça va nous coûter zéro. On va créer une famille de comptes Twitter avec un mec par territoire. Donc, tu avais Opta Joe en Angleterre, Opta Jean en France, Opta France en Allemagne, etc. Et sur ces comptes-là, on va lâcher un petit peu de contenu en gratuit. On va donner un petit peu de contenu, des chiffres plutôt sympas, un fact un petit peu marrant, un truc il se passe quelque chose sur un terrain, on va en parler, simplement pour créer un petit peu de crédibilité auprès de l'audience. Comme ça, comme la data est en train d'arriver, on va être considéré comme les gens qui savent en parler et on va construire une réputation sur ça. Et ça, c'est une réputation effectivement c'est un savoir-faire qui nous suit encore aujourd'hui et l'importance de la marque Opta, elle a aussi très au fait qu'on l'a construit via ce canal-là. Super intéressant. J'ai une autre question, parce que j'ai vu vos clients, du coup, tu les as un peu cités. Ça peut être des médias comme l'équipe, comme goal.com, des clubs, des organisations comme la Première Ligue, la Bundesliga, etc., etc. Et Ouais. du coup, je me posais une question par rapport aux ligues, par exemple la Première Ligue, et je me demandais c'était quoi l'intérêt de faire un contrat avec vous. Est-ce que ils achetaient une licence Opta pour proposer
vos solutions à leur club affilié? Ou est-ce que c'était pour promouvoir leur championnat sur les réseaux sociaux et je sais pas, mieux vendre leur championnat à leurs sponsors et aux chaînes de télé? En fait, si tu veux, ça a trait à notre activité. En gros, la première ligue, elle n'a pas ces data. La première ligue n'a pas la capacité de collecter ses propres données. Elle pourrait se dire demain, moi, je développe un logiciel pour collecter mes données moi-même, et comme ça, c'est moi qui les adresse au marché, c'est plus Opta. Sauf que c'est quand même un savoir-faire. Il faut développer le logiciel, parce que c'est du droit européen sur les bases de données. Si tu veux, la raison pour laquelle Opta est propriétaire des données et ne vend que des contrats de licence, c'est parce que ce que le droit te dit, c'est que pour pouvoir commercialiser les données, il faut être propriétaire de deux choses, de la base de données et de ce qui te permet de nourrir cette base de données. Et c'est le cas d'Opta. Nous, on est propriétaire de nos bases de données et on est propriétaire également du logiciel de collecte, ce qui nous confère la propriété des datas qu'on collecte. La première ligue, si tu veux, elle peut décider demain de faire ça, mais ça veut dire qu'elle change son business model sur la partie contenu. Ça veut dire qu'elle devient collecteur de données, ça veut dire qu'elle développe un logiciel, qu'elle décide d'avoir ses propres bases de données avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire former des gens pour la collecter, former des gens pour faire des produits, former des gens pour les vendre. Et si tu veux, c'est un coût et c'est un métier que la première ligue, comme la quasi-totalité des ligues, ne considère pas comme étant, c'est pas qu'ils ne considèrent pas que c'est essentiel, mais elle considère que ce n'est pas son métier. Et donc, Ouais. tourne vers des gens dont c'est le métier. Ça pourrait être d'autres, hein. On n'a pas toujours été le fournisseur officiel de la première ligue, on n'est toujours pas le fournisseur officiel de certaines ligues, mais elle se tourne vers Opta pour dire, bah voilà, euh, moi je lance un appel d'offres pour avoir mon fournisseur de données officiel. Ça va me bénéficier de deux manières. Déjà, je vais avoir accès à toutes mes données, donc je vais pouvoir les utiliser en propre sur sur mon site, dans mon application, sur mes réseaux sociaux, mais aussi je vais pouvoir habiller mon flux parce que la première ligue, typiquement, elle produit, tu sais, son flux télé. Donc, je vais pouvoir habiller mon flux vidéo que je vends aux diffuseurs. Et bref, toute utilisation que je peux avoir autour de la data, je vais, Avoir les données voilà, nécessaires pour les pour avoir afficher. les données nécessaires pour répondre à mon besoin en data. Il y a aussi un intérêt commercial, c'est-à-dire qu'elle peut passer un accord avec nous en disant, bah voilà, vous collectez nos données, nous on vous donne le logo officiel de fournisseur de data, ce qui est le cas avec la première ligue, mais en contrepartie, quand vous vendez nos données à X, bah, on prend tant de pourcents et on fait un partage de revenus sur le fait que vous vendez la donnée officielle. Et comme ça, si tu veux, au-delà de l'utilisation de la donnée, il y a une ambition économique derrière pour la première ligue. Euh, euh, c'est pour ça Ah, qu'on j'avais pas travaille pensé à ça. de manière officielle. Après, si tu veux, ce qui est également intéressant pour nous, c'est que, en revanche, nous, pour travailler, on n'a pas du tout besoin d'être officiel. C'est-à-dire que toutes les ligues avec lesquelles on n'est pas officiel, on n'a pas besoin de l'aide pour collecter de la data. Encore une fois, parce que j'ai pas besoin d'aide dans ce stade. Optan, on collecte à partir du flux vidéo. Ensuite, on est propriétaire de notre logiciel pour collecter, on est propriétaire de notre base de données, donc tout ce qui part en base, c'est à nous. Et si je veux vendre des données sur une ligue avec laquelle j'ai pas de partenariat officiel, personne ne peut m'en empêcher, même pas la ligue en question. Et pour Opta, c'était le cas pendant longtemps avec de grandes ligues, hein. Il y a beaucoup de ligues, si tu veux, euh, avec lesquelles on n'a jamais travaillé, mais pour lesquelles on collectait de la donnée et de la donnée qui avait en plus un vrai qui rencontrait un vrai succès parce que c'était des lignes importantes. C'est qui vos concurrents maintenant? J'ai vu que certaines équipes travaillaient par exemple avec des universités ou avec des centres de recherche, des choses Ouais. comme ça. Eux, ça va même pas être des concurrents parce que eux, ils vont avoir besoin de la data. Donc, quand les équipes travaillent avec des centres de recherche ou des universités, en général, ils leur donnent la data qui est collectée par un Stats Perform, un Opta ou un de nos concurrents. Aujourd'hui, on n'a pas de concurrent qui est capable de faire tout ce qu'on fait. Les jumeaux, si tu veux, on n'a pas de like for like, on n'a pas la situation de marché où tu avais Opta et Stats, et potentiellement on peut vraiment venir se contrer l'un l'autre sur à peu près tous les marchés. En revanche, ce qu'on a beaucoup, c'est de nouveaux entrants qui utilisent une méthode de collecte différente de la nôtre. Nous, aujourd'hui, c'est encore des humains qui collectent, mais qui vont utiliser, eux, Intelligence artificielle, l'intelligence des choses artificielle, comme ça. computer vision pour collecter de la data, alors qui présente encore pas mal de problèmes, si tu veux, tu peux pas encore industrialiser comme on le fait, mais ça a le mérite d'exister, et qui vont venir nous attaquer sur certains segments de marché. Donc on n'a pas une concurrence aussi frontale et importante qu'on l'avait à l'époque où Stats et Opta étaient deux business différents, mais on a beaucoup plus de concurrents potentiels. Et si tu veux, le modèle, c'est que
faire l'anticipation, de marché plutôt que le modèle, c'est de dire que, l'un de ses concurrents, va réussir à trouver un avantage technologique, qui va de fait être transformé en avantage commercial et va potentiellement venir nous chercher sur nos marchés de prédilection que sont le média et la team performance. Heu, donc on fait une veille qui est constante par rapport aux progressions technologiques de nos potentiels concurrents. Mais aujourd'hui, on est dans une position, relativement confortable en termes de ce qu'on appelle la road to market, donc en termes d'accès au marché de la data. On est, on est incontournable. Après, il y a des business qui peuvent prendre des décisions différentes, hein. Encore une fois, il y a absolument pas de situation de monopole, mais on est un leader assez incontestable. Vous ressentez l'effet Covid ou pas? Forcément, tout le marché du sport ressent l'effet Covid parce que c'est une crise économique qui est globale. Et nous, ce dont on a besoin pour délivrer nos datas, c'est qu'il y ait du sport. Et du sport, il y en a. Et là, il y en a. Donc on ressent, si tu veux, l'effet Covid, parce que forcément, on a des questions de la part de notre marché, en disant: «OK, il y a pas de sport, donc vous délivrez rien, comment on fait?» Il y a pas nécessairement de réponse immédiate à ça, si tu veux. Avant de pouvoir statuer et de faire un vrai bilan sur comment ça va nous impacter, il faut savoir, si les compétitions vont reprendre, si elles reprennent, dans quel cadre, quand est-ce que les compétitions de l'année prochaine vont reprendre. Voilà, c'est trop tôt pour dire comment on est impacté, mais forcément on est impacté comme tout le monde du sport, ouais. Quand on a un client qui dit: «Ouais, bah, en fait, ce que tu me donnais à la base, bah, il y a plus rien quoi, tu peux plus rien me donner», enfin, qu'est-ce que tu lui réponds? Comment tu gères la chose, quoi? Bah, écoute, ce que je lui réponds pour l'instant, c'est relativement simple, c'est que, oui, je peux plus rien te donner, mais il y a rien qui est de mon fait. C'est-à-dire que moi, si demain on rebranche le sport, je te délivre, comme c'était prévu. Heu, Si le client vient me voir et me dit: «Ouais, je reçois pas mes données, c'est parce que, au niveau technique, j'ai un problème», là, j'ai pas d'argument. Là, ce que je peux lui dire, c'est que, moi, je suis en capacité totale de délivrer mon service. Ça ne dépend pas de moi. Ça veut pas dire que c'est une réponse, qu'il va entendre, mais c'est la réponse, c'est la vraie réponse. C'est qu'aujourd'hui, demain, je te dis, il y a le moindre match de foot qui reprend, on le couvre et on le délivre comme si c'était rien passé. Donc je suis pas tributaire du fait que les compétitions sont suspendues pour l'instant. C'est pas toujours une réponse satisfaisante, hem, mais pour nous, si tu veux, la vraie question, c'est si les compétitions reprennent pas. Si elles reprennent, il y aura pas de sujet parce que, on délivrera, à capacité normale parce que les matchs auront repris et si la totalité des matchs de Ligue 1 qui restent à jouer, se jouent, on les délivrera. Donc, le bilan, si tu veux, avec nos clients, on peut pas le faire maintenant. Si cet après-midi ou demain, il y a une annonce qui dit que bah, le foot français ne reprendra pas avant août, et donc, a fortiori, la saison 2019-2020 est arrêtée, là, c'est des discussions différentes, mais on n'en est pas encore là. Tu m'as partagé un article pour préparer, l'interview, qui était Ouais, super intéressant, un article de L'Équipe, ouais, qui m'a appris un truc que je savais pas, c'est que, en fait, la statistique dans le sport, ça existe depuis super longtemps, depuis les années 30 dans le foot en tout cas, et c'était fait à la main. ouais. Et l'article, parlait notamment de Charles Ripp et de Charles Hughes qui, à l'aide des stats qu'ils ont recueillis, ont inventé une nouvelle tactique dans le foot. En fait, ils se sont rendus compte que bah, quand ton équipe faisait trop de passes, ça devenait contre-productif, pardon, Mmh. et que la plupart des buts étaient marqués sur des séquences courtes et rapides. C'est à partir de cette observation qu'ils ont inventé le kick and rush pour les plus footeux d'entre nous, C'est qui ça. consiste à envoyer le ballon le plus vite possible dans la zone adverse grâce à des passes longues pour éviter la perte de balle et de prendre des buts contre son camp. Du coup, c'était super intéressant. Je pensais pas que ça datait d'aussi longtemps, la statistique. La data, de manière générale, c'est à partir du moment où tu peux la collecter, c'est forcément présent parce que c'est de la limitation de risque. Donc, si tu as la capacité de collecter certains éléments pour prendre de meilleures décisions, quel que soit ton marché, hein, je suis vraiment pas nécessairement dans le sport ou dans le foot, tu le fais. Et d'ailleurs, l'industrialisation de la data, dans le sport, elle arrive tardivement versus, d'autres marchés, d'autres économies, d'autres industries type le retail, la santé, la défense. Enfin, tu vois, tout ça, c'est des industries qui prennent qui depuis des années collectent de la data et prennent des décisions en s'appuyant dessus. Ne s'appuient pas simplement sur la data pour prendre des décisions, mais les data participent à l'évaluation des risques et de fait à la prise de décision. Pendant longtemps dans le sport, on a considéré que la data, ça déshumanisait la chose et que c'est les experts qui avaient raison et point barre. Sauf que quand tu vends de la data, c'est pas ce que tu dis. Enfin,
Tu dis pas le contraire, tu dis pas que les experts ont pas raison, tu dis simplement les experts, en plus d'avoir leur expertise, on va leur donner du tangible et on va les aider à prendre des bonnes décisions en apportant des éléments qui sont relativement fiables. Ça veut pas dire que leur analyse est pas nécessaire, ça veut pas dire qu'ils sont inutiles, ça veut simplement dire qu'on va les aider à qualifier leurs décisions. Et c'est pour ça que j'ai envie de te dire, il n'y a rien de neuf. À partir du moment où quelqu'un a pu collecter avec un papier et un crayon ce qui se passait sur un terrain, la data existait. Et effectivement, cette théorie du kick and rush, elle est documentée et on sait que ça a été le cas, mais je suis persuadé que il y a plein d'autres occasions qui n'ont pas été documentées, qui n'ont pas été renseignées, dans laquelle la data a été utilisée depuis les années 30. Si tu veux, c'est logique. N'importe quel observateur, il prend dans une certaine mesure la décision sur la data. Et même les entraîneurs, ça arrive encore, hein, mais surtout au début des années 2000, quand la data arrivait fort sur le marché, les entraîneurs qui disaient ouais, moi je regarde jamais les stats. Un but, c'est une stat. Et la raison pour laquelle tu titularises un mec dans une équipe Plutôt qu'un autre. plutôt qu'un autre, c'est potentiellement parce qu'il met plus de buts que l'autre. Donc si tu veux, si tu veux, le débat que tu peux encore avoir autour de la stat, à savoir j'aime ou j'aime pas, c'est un truc qui n'a pas lieu d'être. Ça, en vrai, ça a toujours été là. C'est là de manière beaucoup plus organisée et structurée qu'avant, mais il n'y a pas de débat. C'est de l'information. L'information, c'est toujours la bienvenue. Ça ne veut pas dire qu'elle doit commander tes décisions, on ne regarde que ça. Ça veut simplement dire que c'est là et ce serait dommage de ne pas l'utiliser. Et encore une fois, tu vois, je ne serais pas capable aujourd'hui de te citer une seule industrie qui n'utilise pas de la data dans certaines mesures. Et c'est pour ça que l'industrie du sport, elle peut pas échapper à ça. Ce serait dommage, ce serait bête d'échapper à ça parce que ce n'est que de l'information qui potentiellement te permet de prendre de meilleures décisions. Ok. Et en ça, le premier, si tu veux, cerveau humain qui a eu la capacité de comprendre ça, effectivement, potentiellement, il était dans les années 30, mais potentiellement, il était avant. Ce qui a pris plus de temps, si tu veux, et c'est pour ça que c'est aujourd'hui que ça explose, ou c'est plutôt, enfin, sur la dernière décennie que ça a explosé, c'est parce que la capacité technologique à industrialiser la collecte et donc la production et donc la vente, elle a mis du temps. La data, elle évolue avec son temps. Et au début des années 2000, on était capable de la collecter de manière massive. Et plus ça va, plus on est capable de le faire. Et plus on est capable de générer des produits, plus on est capable de livrer la data rapidement. Et ça va avec l'évolution technologique. C'est super, tu as répondu à la question que j'allais te poser après sur est-ce que c'est vraiment utile, est-ce que ça déshumanise pas un peu le sport, etc. Donc, très cool. Non, pour finir sur ça, l'utilité, bien sûr. Encore une fois, si tu as des informations et que tu décides de les ignorer, c'est de la bêtise plus qu'autre chose. Mais ça ne veut pas dire que tu prends ta décision seulement pour ça. Enfin, tu vois, les marchés financiers, ça repose sur de la data, mais ça repose aussi sur des mecs qui sont capables de l'analyser et prendre des décisions. Donc ça fait du jeu. Maintenant, je vais te poser la question que tout le monde se pose. Comment vous faites pour avoir toutes ces statistiques? Tu en as un peu parlé tout à l'heure quand tu as cité les flux de télévision. Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer comment ça marche? Ouais, Est-ce qu'il y a des gens qui regardent les matchs, etc., etc.? c'est relativement simple. Tu as effectivement trois personnes qui regardent tous les matchs. Tu as un mec qui va collecter l'équipe à domicile, un mec qui va collecter l'équipe à l'extérieur, et un mec au milieu qui est ce qu'on appelle le data checker qui peut revenir en direct sur la vidéo et corriger. Ces mecs-là, ils vont avoir devant eux un ordinateur avec un logiciel dans lequel le flux télé est projeté, Que vous avez développé? qu'on a développé nous-mêmes absolument, et dont on est propriétaire. Et dans ce logiciel, il va y avoir la projection du match en live, donc via le flux télé, et il va avoir un software qui lui permet de collecter tout ce qui se passe. La seule chose qu'il ne collecte pas lui-même, c'est ce qu'on appelle les timecodes, donc c'est l'exact moment à laquelle l'action est réalisée qui est collecté automatiquement, mais tout ce qui est le type d'action, le joueur et la position sur le terrain, tout ça c'est lui qui le collecte. Alors comme tu peux l'imaginer, c'est des formations qui sont très longues. Nous, avant de mettre des mecs en live sur un match, ça prend au moins 6 mois de formation. Ah ouais, wow, Ouais, parce que si tu veux, c'est quand même des skills. faut être réactif. Ouais, enfin, c'est une coordination œil-humain qui doit être assez rapide. C'est une capacité de concentration qui doit être assez importante. Il faut aussi très bien connaître le foot. Donc, tu n'as pas des milliards de profils. Tu en as. En général, tu en as beaucoup de gamers parce que la coordination œil-main, je te dis, c'est Ouais, j'imagine. important. Mais donc, c'est long parce qu'on en a surtout une vraie problématique d'exactitude. C'est entre guillemets aussi simple que ça. Aujourd'hui encore, pour plein de raisons, notamment la qualification des datas. Nous, on collecte près de 2000 événements par match et c'est réparti en 350 catégories et sous-catégories. On a 16 types de passes, par exemple. Aujourd'hui, Ah, c'est si tu veux demander à une machine de qualifier autant
l'action, et en plus de te délivrer tout ça en live pour pouvoir le fournir en live à tes clients, aujourd'hui, la tech n'est pas encore là. Ça ne veut pas dire qu'elle ne le sera pas, elle va y être. Même si nous, notre conviction, c'est que tu auras forcément toujours une application humaine pour vérifier derrière, c'est quoi. ça. Peut-être qu'on passera de 3 à 1 ou de 3 à 2. Ça, j'ai pas encore la réponse. Mais forcément, ça va évoluer. D'autant que je te parlais de nos concurrents tout à l'heure qui, eux, arrivent avec des logiciels de collecte qui sont avant tout basés sur un travail de la machine. Mais aujourd'hui, c'est encore fait comme ça. Donc tous les matchs de Ligue 1 et des autres compétitions, vous les regardez et vous avez une équipe Ouais, qui se charge de... on a des centres de collecte. C'est des centres de collecte Waouh. où les mecs font que ça. Et ça prend combien de temps pour créer la data d'un match? Bah, c'est en live, ça prend 90 minutes. Tu t'as dit qu'il y a une personne qui check en live, mais il n'y Ouais. a pas de vérification après. C'est une excellente question. Il y a une vérification après, qui est faite dans les 24 heures après le match, qu'est-ce qu'on appelle le post-matching, où effectivement, on a les managers de ces équipes-là de data analyst qui vont vérifier que tout a bien été entré. Mais si tu veux, la variance entre ce qui a été rentré en live et en post-match, elle est en général de 0,2 ou 0,3%. Tu vois, c'est une touche qui a été marquée, Ah, ça un truc comme ça. Tu vois, c'est quelque chose de relativement basique. va. Les personnes qui font l'analyse en cours sont vraiment super fortes et performantes, quoi. Bah, ouais, ils doivent l'être si tu veux, parce que ce qu'ils collectent, ça part directement à l'antenne sur des millions d'écrans. Et quand je te dis des millions d'écrans, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que nous, on est plugué en direct avec tous les grands diffuseurs de sport. Donc, si le mec se trompe, ça se voit. Donc, c'est pour ça que je te dis que la différence entre le live et le post-match, elle est aussi infime. C'est parce que, en soi, la clé de notre réussite, c'est d'être capable de donner de l'information fiable en live, pardon. En tout cas, c'était super clair. Merci Mathieu. Jusqu'à là, en plus, tu as donné plein de détails et tout, c'est super. Content que ça t'ait plu. Et est-ce que de nos jours, il y a toujours des aspects du jeu, en tout cas dans le foot, que vous pouvez pas encore très bien, comment dire, analyser? Juste pour refaire référence à l'article que tu m'avais passé, il y avait un passage sur un défenseur de Manchester United qui s'appelle Jap Stam Mhm. et qui était âgé de 30 ans et il avait des statistiques physiques et de tacle et de duel qui étaient en déclin. Et du coup, Sir Alex Ferguson a décidé de le vendre en 2001. Et après, il s'est rendu compte qu'en fait, il avait jamais été aussi fort. Et si ses statistiques étaient moins bonnes, entre guillemets, c'était parce que il arrivait à mieux se placer dans le jeu et son marquage était plus efficace. Du coup, Sir Alex, après, il a expliqué que c'était une de ses plus grandes erreurs de carrière. Du coup, je me demandais s'il y avait encore Bah, des aspects du jeu que ouais, mais vous n'aviez pas. typiquement cet aspect du jeu-là, Ferguson, il aurait pu l'anticiper parce que ça, c'est quelque chose qu'on connaît avec la manière dont se placent les joueurs, notamment avec le tracking qui est disponible en première ligue pour les clubs. Donc le tracking, c'est tout ce qui est Mhm. au déplacement physique. La data performance, la data dont on parlait avec Opta, c'est la data avec le ballon. Mais donc tout ça, tu vois, ça typiquement, comparer le rendement d'un joueur en fonction de la manière dont il se place et considérer ça comme un axe de progression ou une explication une unification du déclin dans certaines datas, type les tacles par exemple, euh, si tu veux, ça c'est quelque chose qu'on peut ressortir. Ce qu'on peut pas encore ressortir, et peut-être qu'on pourra jamais ressortir, si tu veux, et qui selon moi est intéressant, et c'est tout le côté psychologique. Mais psychologique au-delà de gérer les hommes et le management. C'est psychologiquement, si tu veux, les éléments de prise de décision. Tu vois, pourquoi tel joueur dans une position X, il est capable d'avoir, de choisir à chaque fois l'option de passe qui est statistiquement euh, La meilleure. la meilleure, ou j'allais utiliser un mot anglais, le reward, si tu veux, mais qui a le plus de valeur en termes d'action. Euh, euh, tant qu'on ne peut pas rentrer dans le cerveau du footballeur et te dire non, mais les connexions sont comme ça, et c'est pour ça que ce mec-là prend de meilleures décisions, t'as tout un pan du jeu qu'on ne peut pas toucher. Et ça, je ne sais pas si on sera capable de toucher. Alors, aujourd'hui, hein, tu as plein de techniques et de technos qui essayent d'adresser ce côté plus psychique, plus psychologique du sport. Tu as notamment un très bon bouquin qui s'appelle The Edge,
dont l'auteur m'échappe, qui parle un petit peu de ça. D'ailleurs, c'est un bouquin que SoFoot est en train de traduire, si je ne dis pas de bêtises, et qui va rendre disponible sur le marché français, qui traite de ce sujet-là. Mais aujourd'hui, on brode autour de ça. Et c'est d'autant plus, si tu veux, c'est ce qui renforce d'autant plus l'intérêt de la data. C'est qu'aujourd'hui, la data, elle couvre ce qui est couvrable. Elle couvre ce qu'on peut collecter de manière tangible. Il y a tellement de choses aujourd'hui qui ne sont pas collectables, qui ne sont pas quantifiables, que si en plus tu décides de te passer de ce qu'ils sont, tu te rends la tâche encore plus difficile. Mais oui, je suis convaincu qu'il y a, il y a tout un pan du sport, et notamment tout ce qui est interne à l'humain, euh, qui sera très difficile de collecter un jour. Et du coup, d'après toi, c'est quoi le futur des statistiques? C'est réussir à collecter ces données intangibles, entre guillemets, ou est-ce que ce sera passé presque totalement à l'intelligence artificielle? T'en parlais un petit peu tout à l'heure aussi. Le futur immédiat de la data, c'est de sortir du quantifiable pour rentrer dans le qualifiable. C'est-à-dire que jusqu'ici, enfin jusqu'à 2-3 ans, ce que faisait la data, elle te donnait de manière précise le nombre de choses qu'un joueur a fait. Il a fait tant de tirs, il a mis tant de buts, il a fait tant de passes. Au maximum, il te disait, selon une définition, il en a réussi X, il en a réussi tant. Euh, Ce sur quoi on travaille maintenant depuis pas mal de temps, c'est de réussir, en utilisant la richesse de data qu'on a, à définir des métriques qui qualifient l'action. Typiquement, ce qu'il a fait là, on parlait de reward tout à l'heure sur une passe, ce qu'il a fait là, ça avait tant de chances d'être un succès. Le tir qu'il a pris là, en termes de possibilité de marquer, il valait 0,5 ou 0,05. C'est d'arriver à qualifier la qualité des actions qui sont faites par les joueurs. C'est une chose qu'on fait déjà. On a introduit un modèle qui s'appelle les expected goals, qui en gros mesure la qualité des attaquants en fonction des tirs qu'ils prennent. Et donc le rapport tir versus but, en fonction de là où ils sont placés, en fonction de la pression qui est exercée par l'adversaire, voilà, en prenant un ensemble assez important de paramètres. Et donc ça, c'est le futur immédiat. C'est voilà, comment, avec toute la data qu'on a collectée depuis maintenant des dizaines et des quinzaines d'années, on travaille sur des modèles qui affinent l'analyse directement. Et puis après, le jeu, bah, c'est effectivement d'utiliser des méthodes de collecte qui me permettent de collecter de manière beaucoup plus industrielle que ce que l'on fait aujourd'hui, même si aujourd'hui, en utilisant des humains, on collecte déjà beaucoup. Donc c'est passer à une collecte partiellement assistée par la machine. Et puis effectivement, après, c'est bah, qu'est-ce qu'on peut collecter qu'on n'a jamais collecté. Tu vois, est-ce qu'avec des capteurs, on peut étudier comment le cerveau prend de meilleures décisions dans le cas de telle ou telle action de jeu. Ça c'est un futur beaucoup plus lointain. Mais forcément, quand on aura épuisé tout ce qu'il y a à aller chercher comme enseignement sur ce qu'on collecte aujourd'hui, il faudra aller chercher de nouvelles choses à collecter. Juste petite question avant de passer à la fin. Mhm. Pourquoi vos comptes Twitter s'appellent Optajean, Optajac, etc.? Ouais, c'est simplement une décision marketing. Je te parlais de Simon tout à l'heure, là, qui est notre directeur marketing. C'est simple. Il s'est dit, il faut trouver un truc sympa et pertinent pour chaque marché. Donc, on va garder Opta pour asseoir la marque, et derrière, on va coller un nom typique de la région, du monde. Donc, on va avoir Opta Joe pour l'Angleterre, on va avoir Opta Jean pour la France, on va avoir Opta France pour l'Allemagne, simplement parce que c'est des prénoms communs dans ces pays-là. Et donc, ces comptes-là traiteront du football dans ces pays-là. C'est aussi. Ok. Et c'est un truc relativement simple, mais qui a rencontré beaucoup de succès parce que ça permettait à ceux qui cherchaient de l'information sur le foot français d'aller sur Optajean, sur la première ligue, d'aller sur Optajo, etc. Et le but, c'est de créer cette famille de comptes Opta qui fonctionne toujours aujourd'hui d'ailleurs. Bah, c'est très identifié, même au niveau des supporters, etc. Ouais. C'est, Ouais, ouais. ouais, ça a bien marché. Du coup, fin de l'interview, en fait, j'ai l'habitude de donner 5 mots à mes invités et ils me disent ce qu'ils en pensent de façon courte ou longue. Donc, on commence. Premier mot, étoile. Rêve. Ah, je pensais que tu allais me citer l'Olympique de Marseille, mais Alors, non, mais non. parce que tu me donnes l'opportunité d'en parler. Parce que ça, une étoile, quand on a gagné la Ligue des Champions, ça n'existe pas. Une étoile, c'est quand on gagne 10 titres. Ouais, je sais. Mais écoute, on est spéciaux, nous, on est spéciaux. L'autre mot, nombre.
Analyse. Tu vois, je te fais des réponses aussi courtes que possible, je te donne un mot. Insecticide. Insecticide. Éradication. Pratique. Simplicité. Et le dernier mot, qui est le nom du podcast, pas toute la vie. La vie, j'ai envie de te dire carrière. Merci beaucoup Mathieu, c'était hyper cool. Avec plaisir. Bonne continuation à toi, bonne continuation à Opta et à la prochaine peut-être alors. Ouais, avec plaisir. Bonne continuation à toi aussi. À bientôt.